Mardi, deuxième jour de la semaine. Madame, messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir la nouvelle expression qui titre sur les Nations Unies. Biya attendu à l'Assemblée Générale. C'est le grand titre ce matin. Le journal fait savoir que le président de la République du Cameroun avait reçu un carton d'invitation pour assister personnellement à l'Assemblée Générale de l'organisation qui s'ouvre justement ce jour et va durer pratiquement un mois. Le Cameroun concerné donc par les dossiers à examiner, raison pour laquelle le chef de l'État est impérativement attendu. Le journal parle également du dialogue national avec la diaspora résistante qui exige. D'ailleurs, ils se font appeler membres de la diaspora résistante camerounaise. Ils posent notamment un certain nombre de préalables afin de prendre part au dit dialogue annoncé. Et voilà, donc le journal propose tout un dossier sur cette question de la page 5 à la page 7. Le journal parle également du CHAN 2020, un comité costume-cravate. C'est ce que le journal dit, comme pour dire simplement que, comme celui de la CAN 2019, et qui a glissé donc le comité d'organisation du CHAN est donc aujourd'hui truffé de fonctionnaires, aucune ancienne gloire du football également dans l'équipe. C'est ce que le journal nous révèle ce matin en page 11. Et on parle également de l'ECAM, qui aujourd'hui, l'UDC, entre donc au conseil électoral. Le président de la République a nommé Salifou Ndipendi, secrétaire national adjoint à la communication de l'Union démocratique du Cameroun. C'est en page 4 du journal La Nouvelle Expression, disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle également de démission de Zongan, le procès dans une lettre quand il démissionnait du RDPC. Souvenez-vous, c'était en 1997. Il était loin d'imaginer que le Cameroun, en 2019, sera donc exactement celui qu'il décriait 20 ans auparavant. C'est dans le dossier à lire de la page 8 à la page 9 de La Nouvelle Expression ce matin. Le Messager, pour sa part, parle de cabale contre Total avec le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun qui vomit finalement les associations syndicales qui veulent simplement faire chanter le gouvernement. Aujourd'hui, ces syndicats refusent donc de consommer le carburant du boycott et c'est à découvrir en page 2 du journal disponible en kiosque qui parle également du débrayage prétoire mort au Cameroun en page 6 et on parle du terminal à conteneurs Bolloré viré du port autonome de Douala. La société suisse Terminal Investment Limited, TIL, désigné nouveau concessionnaire. C'est en page 8 du journal disponible également ce matin. Et puis, Info Matin parle également de la même information. Port autonome de Douala, Bolloré viré. Le concessionnaire français a été écarté hier de la gestion du terminal à conteneurs au port au profit donc du Suisse TIL et qui prendra la relève donc dès janvier prochain, janvier 2020. C'est ce que le journal propose. Et je vous invite à lire d'ailleurs l'article ce matin. Et le journal s'intéresse ici au VIH-Sida. 60% des nouveaux infectés sont donc des jeunes. C'est le dossier que je vous invite à parcourir également dans le journal de la page 5 à la page 7 de Info Matin de ce matin. Et puis Tribune d'Afrique qui en kiosque parle de Mortar Madama, le parcours atypique d'un homme de cœur. C'est ce que le journal nous apprend. Le journal a également d'autres informations parlant notamment de la vie politique et la vie de la société au Cameroun. C'est à découvrir dans le dossier et surtout à lire l'éditorial de Faustin Dican dans le journal ce matin. Le journal Mutation parle de Yaoundé et de Douala, deux grandes villes du pays, prétoire sans robe noire. C'est ce que le journal propose pour dire que la grève des avocats était donc respectée dans ces grandes villes et dans d'autres aussi de la République. C'est à découvrir dans le dossier de la page 4 à la page 8 du journal, disponible en kiosque ce matin, tout comme le journal Le Quotidien de l'économie qui s'intéresse au développement. La BAD, la Banque africaine de développement, cherche 2400 milliards de francs CFA pour l'intégration en Afrique centrale. Le journal fait savoir que c'est un dossier intéressant, en tout cas, pour dire ce matin qu'il s'agit simplement, ils auront pour but de renforcer la résilience économique des pays grâce donc à une transformation structurelle des économies de la région. C'est en page 2 du journal. Le même journal parle également des performances avec le Cameroun vainqueur donc du concours international génie en herbe Ouada. Et voilà ce que le journal propose aussi. Il y avait d'autres informations que je vous invite à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Cameroun Tribune, pour sa part, parle donc du grand dialogue national avec les grands corps de l'État consultés. Le Premier ministre qui est donc allé rencontrer le président de l'Assemblée nationale et il est également à rencontrer aussi une autre haute autorité du pays. Il s'agit notamment du président du Conseil économique et social et d'autres responsables. Donc voilà ce qui est fait dans le journal, continue dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de la page 4 à la page 9. Le journal a également d'autres informations ce matin. Le quotidien Le Jour parle
tripartite. Les grands témoins parlent finalement. Qu'est-ce qui s'est déroulé en ce moment-là, à cette époque-là? Venez-vous, le journal explique tout cela. Et donc les acteurs ont été interrogés par le reporter du quotidien Le Jour. C'est à découvrir dans le numéro, qui parle également des avocats qui sont donc en grève depuis hier. C'est ce que le journal propose ce jour. Et puis le journal Diapason parle également du grand dialogue national pile ou face. C'est le journal qui le dit. Également des révélations importantes également à découvrir dans le journal disponible en kiosque aussi. Et voilà ce que la presse nous propose. Tout comme le journal Émergence qui parle de la grève des avocats. La justice entièrement paralysée. C'est le dossier que propose le numéro de ce matin. Et Elekam aussi, Paul Biya, qui nomme un cadre de l'UDC à Elekam. C'est ce que le journal nous apprend avec d'autres informations aussi. Voilà ce que la presse nous propose sur ce plateau. Nos invités sont là. Casimir Désiré Tania, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Pour une fois, je voudrais adresser une motion de soutien à une personnalité. Une motion de soutien? Oui, ça doit vous surprendre un peu. Vous ne pouvez pas imaginer, à Patrick Mboma, qui a annoncé sa candidature pour être le prochain coach des Lions Indomptables. Vous savez que depuis qu'il n'est plus, le goléador camerounais n'est plus sur les stades, il était devenu consultant d'une très grande chaîne internationale, mais on ne savait pas qu'il avait des capacités techniques pour entraîner. Il vient de passer le diplôme d'entraîneur de haut niveau et du coup, il pose sa candidature. Le Cameroun a besoin d'un coach national, peut-être, mais est-ce que Patrick Mboma aura la capacité et même l'expérience requise pour entraîner les Lions Indomptables? Et quand bien même il aurait cette capacité-là, est-ce qu'il ne sera pas avalé dans la mer aux crocodiles que constitue la FECAFOOT? Mais néanmoins, nous lui adressons une motion de soutien, une motion d'encouragement, et nous souhaitons qu'il aille de l'avant. Très bien. Alors, c'est d'ailleurs la presse qui l'évoque aussi ce matin. Voyez-vous, vous aurez l'occasion de parcourir les journaux pour lire ce que Patrick Mboma propose. Et voyez-vous, il faut également qu'il y ait quand même un entraîneur camerounais à la tête de l'équipe nationale. Oui, la fameuse question de Donald Brice Kamgwa. Bonjour Flavien, bonjour à Casimir. La fameuse nationalisation du banc de touche des Lions revient. Vous savez, moi j'ai toujours été surpris, parmi ceux qui sont surpris que l'on soit obligé d'aller chercher le sorcier blanc ailleurs, alors que chez nous on a des compétences. De toutes les façons, il faut avoir sur le banc de touche des Lions Indomptables un entraîneur qui a des couilles, un entraîneur qui a de l'étoffe, qui a une forte personnalité et qui peut ne pas se faire influencer, qui a la capacité de ne pas se faire influencer par les acteurs gouvernementaux, notamment le ministère des Sports, la FECAFOOT, la présidence même et d'autres acteurs plus ou moins connus qui influencent l'équipe nationale et notamment le banc de touche. Et Patrick Mboma évidemment fait partie de cela, espérant que les officiels ne vont pas une fois de plus aller chercher un sorcier blanc. Évidemment, okay. On a l'impression qu'il y a une sorte de complexe dans le choix des entraîneurs. Attendons de voir. Et le journal Le Messager fait savoir, parle des Lions Indomptables, donc avec la succession de Sidov qui piétine finalement, vous l'avez évoqué, et on a compris pourquoi vous avez commencé par ce sujet. En page 12 du journal Le Messager, c'est pratiquement tout un mini-dossier que propose le journal, avec notamment quelques propositions qui sont faites et des réactions aussi dans le dossier proposé par le journal ce matin. Les lecteurs vont découvrir aussi ce que le journal a... Il faut se féliciter de l'annonce de la candidature de Patrick Mboma pour le simple fait que, grâce à cette candidature, nous avons au moins su que quelque chose est en train de se faire au niveau de la FECAFOOT, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas entendu l'appel d'offres, on n'avait pas entendu l'appel à candidature. Donc Patrick Mboma nous a permis de savoir que peut-être quelque chose est en train de se faire, mais cette chose qui est en train de se faire, le recrutement de l'entraîneur des Lions Indomptables. Alors, s'il devait partir depuis, notamment, naturellement qu'il fallait... C'est justement pour ça que le Messager dit que la succession de Sidov est un problème, parce que dans quelques jours, les Lions Indomptables devront commencer des grandes compétitions, à savoir les éliminatoires de la CAN 2021, c'est vrai que c'est nous qui organisons, mais il y a également les éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont annoncés, et que jusqu'ici, nous n'avons toujours pas ni d'équipe, ni de coach. Et il y a eu une première période FIFA dernièrement où le Cameroun n'a pas participé, tout simplement parce qu'on n'a personne, on n'a pas d'entraîneur, on n'a pas d'équipe. Est-ce qu'on va continuer comme cela jusqu'à quand? Est-ce qu'on va continuer à tergiverser? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à chercher le mot là où on avait toutes les capacités
technique. Et Donald Brice l'a annoncé d'entrée de jeu. Le Cameroun peut avoir des entraîneurs nationaux qui peuvent faire l'affaire, comme on l'a vu au Sénégal, comme on l'a vu un peu partout au Nigeria et dans les autres pays qui ne valent même pas le Cameroun. Donc je crois qu'il faudrait qu'à travers cette candidature de Patrick Mboma, que l'on tire définitivement la triste page noire des successions, des coachs qui viennent nous imposer leur diktat alors qu'ils ne savent rien du football camerounais. Alors, les Lions indomptables cherchent désespérément un dresseur. C'est le Messager qui titre ainsi, parlant de la succession de Sidav. Et on peut lire tout cela dans le journal Le Messager ce matin. Le journal qui parle aussi de la Ligue européenne des champions avec Joël Matip, qui est donc aujourd'hui retrouve la direction des débuts. Beaucoup de buts également marqués par ces joueurs camerounais. Et bien d'autres informations que je vous invite à lire dans le dossier proposé par Le Messager. Alors, la nouvelle expression par les Nations Unies, Paul Biya, attendu à l'Assemblée Générale, le président de la République avait reçu un carton, c'est ce que le journal nous rappelle. Oui, la 74e Assemblée Générale... Carton d'invitation, il faut préciser. Oui, la 74e Assemblée Générale des Nations Unies s'ouvre ce mardi à New York. Évidemment, pour la première journée, ces premières journées sont généralement consacrées aux préliminaires, un certain nombre de préparations des dossiers qui vont être débattus. Évidemment que le Cameroun fait partie des États qui sont en ébullition sur le plan sociopolitique, la crise anglophone, une crise post-électorale qui dure depuis plusieurs mois depuis la récente élection présidentielle. Il est clair que si le chef de l'État camerounais y va, la question lui sera certainement adressée. Vous savez que les Nations Unies ont déjà tenu une réunion informelle, réunion sous forme ARIA, sur la situation sociopolitique au Cameroun, les médias internationaux et la persistance des tensions sociopolitiques au Cameroun font que depuis de nombreux mois, près de 2 ans déjà, la communauté internationale a les regards braqués sur le Cameroun, sur cette crise qui a déjà coûté la vie à plus de 2000 Camerounais, déplacé des centaines d'autres à la fois à l'intérieur du pays et au Nigeria voisin. Donc la situation est vraiment tendue et il ne serait pas surprenant que le chef de l'État camerounais ait à s'expliquer lors de cette Assemblée Générale des Nations Unies. C'est ce que le journal propose d'ailleurs, qu'il y a des dossiers qui existent et qui vont s'expliquer sur des questions de sécurité et autres crises qui secouent le Cameroun. Le Conseil de sécurité suit avec attention l'évolution même de la situation au Cameroun. C'est ce que le journal nous dit. Oui, il faut déjà dire qu'à la 73e session de l'Assemblée de l'ONU, tenue en septembre 2018, la question du Cameroun était suffisamment à l'ordre du jour. Et il y avait un certain nombre de conditionnalités qui ont été données au chef de l'État camerounais pour qu'à la prochaine session, qu'il apporte des réponses à ces questionnements-là. Et parmi ces questionnements, il y avait justement le problème, la situation dans la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. De là à penser que c'est ces conditionnalités qui ont imposé au chef de l'État de décider d'un dialogue, d'un grand dialogue national. Il y a un seul tout petit pas que beaucoup n'hésitent pas à franchir. Parmi ceux qui n'hésitent pas à franchir, je crois que moi-même, j'en fais partie et je crois que c'est pour cela que le chef de l'État a décidé de faire d'organiser un grand dialogue national. À la 74e session qui s'ouvre aujourd'hui, comme Donald Brice l'a annoncé, il y a 146 chefs d'État qui doivent prendre la parole. Et parmi les 146 chefs d'État, il y a nécessairement et automatiquement le chef de l'État camerounais qui doit donner l'évolution de la situation au Cameroun. Et cette évolution n'est autre que sa décision dans son message du 10 septembre dernier d'organiser un grand débat national, un grand dialogue national qui, on peut dire, est même déjà en cours parce que quand on voit les consultations qui se déroulent en ce moment, et que je peux même vous annoncer, c'est peut-être une exclusivité de Equinox, que ce grand dialogue national commencera le 29 septembre et s'achèvera le 4 octobre de l'année en cours. Donc vous avez là la primeur
dans nos investigations, dans les investigations du Vous faites partie du comité d'organisation. Vous savez que le jeune enquêteur est spécialiste des investigations. Nous ne faisons que cela. C'est pour cela que nous faisons la différence. Nous sommes un journal d'investigation. Nous-mêmes, nous sommes journalistes d'investigation. Donc, je vous annonce en primeur que ce grand débat national, ce grand dialogue national annoncé débutera le 29 septembre et prendra fin le 4 octobre. Vous l'avez dit, d'accord. Alors, donc, c'est ce grand rendez-vous du chef de l'État, je voudrais dire des chefs d'État de plusieurs pays de la sous-région, d'Afrique et même une partie de l'Europe aussi, et d'Asie. Ce rendez-vous va accueillir ces chefs d'État et permettra également au ministre, au président de la République de pouvoir s'expliquer sur quelques points saillants et importants qui concernent notre vie, la vie nationale du Cameroun. Donc, il y a en même temps le Cameroun qui reçoit aussi des réfugiés des autres pays. D'ailleurs, ça fait partie des problèmes posés par le chef de l'État il y a 2 ans, au cours de l'Assemblée, la 73e Assemblée, la 73e session. Donc, on parlait des dizaines de milliers de réfugiés camerounais aujourd'hui ailleurs, et même ceux qui sont venus d'ailleurs, qui se retrouvent au Cameroun. Donc, il fallait soutenir le Cameroun dans ce sens également. Oui, vous savez que la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest pose également des problèmes au Nigeria. Et lorsque une crise interne, fut-elle interne à un pays, menace la stabilité et la sécurité dans une sous-région, les Nations Unies s'en saisissent généralement. Mais on attendra de voir bien parce que, comme l'indiquait Casimir tout à l'heure, on voit bien que, et nous le disions ici sur ce plateau, on voit bien que le pas qu'a franchi le chef de l'État vers l'organisation d'un dialogue national sur cette crise qui n'avait que trop duré est également dicté par cet agenda international. Il fallait quand même que Yaoundé ait quelque chose, ait matière à explication lors de cette Assemblée générale des Nations Unies. Donc ce pas vers le dialogue, vers les discussions, des pourparlers avec les autres acteurs de la classe politique était, on m'a dit, presque obligatoire, presque obligé pour Yaoundé. Donc on attendra de voir ce que le chef de l'État camerounais dira. Il est évident que pendant l'Assemblée, c'est forcément sur cette volonté de décrispation motivé par l'organisation de ce dialogue que le chef de l'État, c'est essentiellement sur ces éléments-là que le chef de l'État va surfer, et au cas où il fait lui-même le déplacement de New York. D'accord. Alors, le dossier est contenu dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. Vous aurez à faire un tour et être également au parfum de l'actualité et surtout le traitement qui a été réservé à ce sujet. Alors, on va parler de toute autre chose, parlant de la cour ou alors des cours des tribunaux donc de Yaoundé, Douala. En même temps, on a observé et constaté qu'il n'y avait pas d'avocat. Pas d'audience, et seulement les affaires en cours ont été reportées, renvoyées à une autre date. Et le journal fait le point. Ce matin, il nous apprend qu'il y a le prochain rendez-vous, c'est le 20 septembre prochain, le 20 septembre, pour rendre compte des travaux qui sont menés entre-temps au sein du barreau. Ce qui confirme évidemment que du 16 au 20 septembre, il y aura grève et la grève va continuer. Donc le bâtonnier Tchakoun Tepatié renvoie tout le monde au 20 septembre en attendant que la grève se déroule. Et vous allez voir que cette grève impacte beaucoup de conséquences, entraîne beaucoup de conséquences dans les affaires. Je vais vous parler de 2 affaires pour que vous compreniez l'ampleur des conséquences de cette grève. Hier, 16 septembre, devait avoir lieu le procès de 7 militaires du Grand Nord qui avaient fusillé à bout portant des mamans avec leurs enfants. Et le public attendait impatiemment de voir quelle devait être la suite de ce procès-là. Ça a été renvoyé automatiquement, renvoyé d'office parce que les avocats sont en grève. Il y a également notre excellent confrère qui a été directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulke, qui est en prison depuis des lustres et qui devait avoir sa 22e audience hier. Et vous savez, cette audience-là, Amadou Vamoulke se présentait pratiquement avec une santé très précaire, une santé qui n'était pas au top, où il est même en train de risquer la paralysie de ses jambes inférieures. C'est-à-dire ses 2 pieds sont pratiquement paralysés et il devait demander une liberté provisoire. Voilà que cette affaire a été également renvoyée sine die, tout simplement parce qu'il n'y a pas de défense, parce qu'il n'y a pas de... Ces avocats ne pouvaient pas se présenter. Vous voyez donc les conséquences graves de ce que le gouvernement camerounais fait.
Parce que le gouvernement camerounais attend toujours d'être au mur pour prendre des décisions. La crise anglophone dont il est question aujourd'hui ne s'est aggravée que parce que le gouvernement n'a pas su anticiper. Le gouvernement également, dans la crise des avocats, dans la grève des avocats, devait anticiper. Il faut savoir, ce matin, moi également, venant à cette émission, j'ai eu un fait qui montre également qu'on a toujours des policiers véreux, on a des magistrats parfois véreux, et même des autorités. Comment est-ce que vous pouvez admettre que dans une prison, lorsqu'un avocat vient se présenter, on lui demande, un gardien de prison lui demande la lettre de constitution? Au nom de quoi? Je dis ce matin, j'ai essayé de violer le sens interdit parce que j'étais dans les embouteillages et je venais servir. Quand le policier m'a interpellé, je me suis présenté. Mais c'est une infraction. Je suis d'accord, mais je lui explique pourquoi je viole. Il y avait quelque chose qui était impératif. Il y avait cette émission à faire et il me connaît. Il connaît ma carte de professionnel que je lui ai présentée. Et je lui ai dit pourquoi je l'ai fait. Il prend la peine de vouloir me sanctionner en me disant que j'aurais dû me lever à 5 heures pour me mettre en route. Donc, je dis, il y a toujours des autorités véreuses qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il faudrait qu'on fasse même la morale à tous les niveaux. Et puis, moi, j'ai toujours regretté, quand moi j'ai fait l'école primaire, il y avait un cours qui s'appelait la morale, qui a pratiquement foutu le camp, qui n'existe pratiquement plus. Il faudrait qu'on refasse le civisme, la morale à tous les niveaux. Et surtout au niveau des autorités judiciaires et même des forces de maintien de l'ordre. Alors, Donald Brice? Oui, et disons que l'histoire évolue par les crises. Il faut qu'il y ait une situation comme celle à laquelle on aboutit avec la grève des avocats pour qu'il y ait des avancées. Vous savez que lorsque les avocats ont annoncé cette grève, il y a eu une mobilisation tout azimut au ministère de la Justice. C'est un peu comme si on ignorait tous ces problèmes. C'est comme s'il y avait une sorte de réveil au ministère de la Justice avec des réunions qui sont multipliées. En tout cas, c'était une bonne chose que l'on observe cela. Maintenant, les décisions les mesures qui sont annoncées, celles qui sont déjà prises, sur quel temps est-ce que toutes ces actions et engagements vont tenir, nous attendons de voir. Mais toujours est-il que cette grève des avocats maintient la pression sur le gouvernement, manifestement qui, comme disait Casimir, n'aime agir manifestement le plus souvent que lorsqu'il est sous pression. En tout cas, ça lui met une pression qui est positive. Positive à la fois pour les avocats qui sont en première ligne, mais positive pour nous les citoyens qui ne souhaitons plus être gardés à vue, nous qui ne souhaitons plus avoir des gardes à vue administratives qui doivent normalement durer 15 jours, mais qui font parfois 2 mois, parfois 1 an, lorsque une autorité a quelque chose contre vous. Donc, c'est une action citoyenne qui contribue à faire avancer le Cameroun au plan démocratique. C'est aussi bien pour l'image du pays. Alors, le quotidien Le Jour parle des avocats qui sont en grève. Également, le journal Mutation qui a un autre titre ce matin, Prétoire sans robe noire dans les grandes villes. Justement, pas seulement dans les grandes villes, c'est pratiquement dans tout le pays. Mais je voulais quand même qu'avant de sortir de ce sujet, qu'on reconnaisse une chose. Il y a le ministre Jean de Dieu Momo, que beaucoup ne vendaient pas cher la peau lorsqu'il entrait au gouvernement, qui est en train de démontrer toute l'expérience qu'il a pour gérer une pareille situation. Vous savez, quand la grève du côté du sud-ouest avait démarré avec l'affaire des avocats, l'ancien ministre d'État garde des Sceaux avait tenu un langage, je peux même dire ordurier, qui n'était pas à mesure d'apporter la paix. Et parce qu'il disait que les avocats sont au service de leurs clients, s'ils ne peuvent pas rendre service à leurs clients, ils n'auront des comptes à rendre à ces clients-là et ainsi de suite. Vous avez également oublié que c'est lui qui fait la pression, qui fait problème en ce moment. Les avocats l'ont d'ailleurs signifié à partir de ses propos qu'il a utilisés pendant cette rencontre. Au moins cette fois-ci, Laurent Esso, garde des Sceaux, a fait profil bas. Et il a laissé un professionnel de la justice, c'est vrai que lui également est un ancien magistrat, mais qui plus qu'un avocat pouvait mieux comprendre le problème des avocats. Maître Jean de Dieu Momo a donc compris, a accédé au problème des avocats, a demandé, il a fait suffisamment de choses et à ce moment, il a demandé aux avocats de leur faire des propositions par écrit. Il a composé d'ailleurs une commission ad hoc qui est chargée de gérer cette situation-là. Et là, je dis, il faut lui tirer carrément un coup de chapeau pour cet exercice-là. Et je dis, pour sortir, que même si le séjour de Maître Jean de Dieu Momo s'arrêtait au gouvernement
à ce jour, il aura au moins posé un acte positif. Et c'est le genre d'acte que nous attendons des ministres. Il y a finalement eu grève. S'il n'y avait pas eu grève, il aurait posé un acte positif de la Brice Kamga. La grève est là. Est-ce qu'on doit la discuter? On ne discute pas de ça. La grève a commencé hier. Il était question qu'il amène des avocats à ne pas faire grève. Oui. Alors, il n'a pas réussi à le faire. Quel est l'acte positif qu'il a posé? Il a posé un acte qui est en train il est en train de désamorcer la grève. Mais qui se déroule de toute façon. Vous savez, au Cameroun, nous sommes tellement minimalistes que si nous célébrons des actes qui sont, quoi qu'on veuille penser ou dire, sont en tout cas des actes fondamentaux, qu'est-ce qu'on attend de moi, d'un membre du gouvernement, ministre délégué à la justice de son État? C'est le minimum qu'on attend de lui. Des concertations avec des avocats. Lui-même, il a exercé, il connaît les réalités que décrivent ses confrères. Il a mis en place un groupe de travail attendant de voir si d'ici à là quelque chose va changer. En tout cas, les avocats... Mais on ne devrait pas lui tirer un coup de chapeau comme dit Casimir Désiré. Il est dans ses fonctions. C'est la moindre des choses qu'il puisse faire. Donc, il n'a pas posé un acte exceptionnel, monsieur le ministre, ministre délégué. D'accord. Alors, on va lire ce que la presse propose face à ce sujet. Donc, parlant de la grève des avocats qui a bien débuté hier et qui se poursuit. Et on va parler du dialogue national, donc avec la diaspora qui est la diaspora existante qui exige. Oui, c'est l'une des grosses attentes de ce dialogue. Vous savez, le chef de l'État a dit que des émissaires seraient envoyés à l'étranger pour mener des consultations. Moi, je suis très curieux de savoir qui est-ce que les émissaires rencontreront. Vous savez qu'il y a une diaspora acquise au pouvoir. Il y a également une diaspora, celle-là, très active. Je ne voudrais pas dire très nombreuse, pour ne pas faire polémique. Très active de toutes les façons, et qui généralement perturbe les séjours du chef de l'État, qui fait des sorties contre le régime. Nous attendons de voir le niveau d'ouverture du pouvoir à l'aune de ce dialogue qui est annoncé. Ça nous permettrait de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans ces pourparlers. De toutes les façons, si le pouvoir veut vraiment décrisper, il serait intéressant de tendre une perche à cette diaspora que la nouvelle expression qualifie de diaspora résistante. Donald, vous me faites un peu rire parce que vous savez bien que le pouvoir, c'est choisir ses amis. Le pouvoir, c'est avec qui il peut discuter. Vous n'avez qu'à voir la longue liste des personnes qui sont en train d'être consultées depuis que le dialogue est annoncé. Et cette liste me pose justement un énorme problème. Je me demande bien où est la place des anglophones dans la liste que le Premier ministre est en train de consulter. Vous avez vu, le Premier ministre est en train de consulter les partis politiques, les leaders d'associations, les chefs des associations, l'Église et tout le monde. Est-ce que c'est pas attribué que ça se fait? Non, sauf j'allais dire les anglophones. On ne retrouve pas suffisamment les anglophones là-dedans. Et moi, ça m'amène à me rappeler ce que mon papa avait l'habitude de me raconter. Lorsque vous avez mal à la tête et que vous allez dire au médecin que vous avez mal au pied, on va passer le temps à soigner le pied et vous ne serez jamais guéri. Donc, j'ai bien peur que ce dialogue... Et la faute à qui? À celui qui annonce alors? Celui qui fait soigner le pied au lieu de faire soigner la tête. Parce qu'on ne lui a pas dit que c'est la tête qui fait mal, vous voyez. Justement, il faut bien qu'on lui dise que c'est la tête qu'il faut soigner et non le pied. Et tant qu'on ne lui a pas dit, le médecin va passer le temps à soigner le pied au lieu de soigner la tête. Et là, la maladie va dégénérer et va prendre finalement tout le corps et c'est tant pis pour vous. Donc, cette grève, cette crise anglophone qui est en train d'être gérée du côté francophone, par les francophones et sans les anglophones, vous allez me dire qu'il y a Christian Toumi et autres qui étaient dans la... Le Premier ministre anglophone quand même. Ça ne veut absolument rien dire. Il a rencontré la crise du Nord-Ouest se passe à Bamenda et à Buea. En premier, je suis d'accord. Au lendemain du message du chef de l'État à la nation. La crise anglophone se passe à Bamenda et à Buea, dans les zones anglophones. Ça ne se passe pas à Yaoundé. Vous n'allez pas aller discuter d'un problème de Equinox à Canal 2. Le problème d'Equinox, c'est à Equinox qu'il faut discuter. C'est pas à Canal 2 ou bien à CRTV qu'il faut aller discuter. Et croire que vous allez trouver les solutions que vous allez venir imposer à Equinox. Voilà de quoi je parle. Bon, de toutes les façons, je disais, si vous voulez faire un bal d'hypocrite,
on y va. C'est-à-dire que incontournablement, indubitablement, le bilan du renouveau va être posé pendant ce dialogue, qu'on ne se trompe pas. Qu'est-ce que vous, qui dirigez le pays depuis une trentaine d'années, avez fait pour que nous, citoyens, nous n'ayons pas d'électricité, d'eau potable, de routes, d'écoles, d'hôpitaux? Il faut forcément des réponses. Évidemment. Alors, vous êtes d'avis avec lui que le dialogue va se dérouler dans les régions anglophones? J'en viens justement. D'aucuns diront que ce n'est pas une conférence souveraine. Évidemment que la situation actuelle du pays pose également les problèmes de gouvernance. Qu'on le veut ou non, la crise anglophone a également un volet qualité de la gouvernance. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que dans un pays gâté par la nature comme celui-ci, où on a des coups d'eau presque à chaque kilomètre, que les gens meurent encore de soif à l'extrême nord, que les enfants meurent en allant chercher de l'eau. Donc tout cela va être posé. Je vois dans le programme que le ministre, le PM a publié hier, que lundi 23 septembre est prévu une rencontre, des rencontres avec les responsables, en tout cas des délégations régionales. Je veux croire que dans ces consultations-là, que les délégations seront minutieusement constituées et que l'on mettra bien une bonne dose de nos compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour l'instant, qui constitue les délégations? Il faut bien... Question, point d'interrogation. Ce n'est pas le Premier ministre quand même. Vous n'allez pas demander au Premier ministre de constituer les délégations. C'est les délégations qui se constituent elles-mêmes selon les régions, si vous le voulez. Et qui est le chef de la région? C'est le Premier ministre qui préside le dialogue. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État. Et c'est donc lui. Si les consultations sont mal faites, c'est à lui qu'on demande des comptes. On parle de délégations. Les consultations se font par le Premier ministre. Et si les consultations sont mal faites, nous sommes dans la phase préparatoire. Si le dialogue est mal préparé, il sera mal organisé. Et s'il y a une mauvaise équipe qui arrive, la suite sera mauvaise en même temps. Donc vous ne pouvez... J'ai l'impression que vous voulez dire que le chef du gouvernement n'a aucune responsabilité sur la qualité des délégations qui sont reçues. Non. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors, on va poursuivre avec notamment la presse qui titre selon notamment ses sensibilités. On parle bien sûr de le Cameroun Tribune ce matin, qui parle de ce grand dialogue national avec les grands corps de l'État qui sont concertés. Donc le Premier ministre qui allait rencontrer le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique également. Donc toutes ces autorités sont déjà consultées. Oui, il faut écouter tout le monde. Et je parlais tout à l'heure de la diaspora. Casimir disait que le pouvoir sait reconnaître ses amis. Non, ce ne sont pas les amis ici, justement. Si on va adresser... Vous savez, l'un des problèmes du Cameroun, c'est que les gens voient que c'est noir, ils cherchent quand même à démontrer que c'est blanc. Et c'est pour ça que nous tournons en rond. Les gens disent on n'a pas d'eau, et puis on vous dit que non, vous êtes tribaliste, que non, vous voulez déstabiliser le pays. C'est ça le problème. Si nous voulons être sérieux, si nous voulons vraiment décrisper, si la convocation de ce dialogue n'est pas muée par des prétextes politiciens, si nous voulons vraiment adresser les problèmes qui se posent au Cameroun, il faut écouter tout le monde, il faut écouter ceux qui sont mécontents, et les plus mécontents sont les plus nombreux. Ils sont dans la diaspora frondeuse, et justement le pouvoir doit avoir le courage de leur parler, de leur tendre la main, quitte à ce que cette tranche de nos compatriotes refuse. Donc il faut écouter tout le monde, il faut écouter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qu'ils nous disent également pourquoi est-ce que depuis 3 ans que les gens meurent, ils n'ont pas pu se saisir de cette question, comme le prévoient les textes des assemblées. D'accord. Alors, Casimir, les grands corps de l'État sont consultés. En même temps, le quotidien Le Jour fait savoir que, parlant, qui se rappelle de la tripartite et nous apprend que les grands témoins parlent finalement. Oui, vous savez qu'il y a ce risque du grand dialogue qui peut devenir la tripartite de 1991. C'est la grande interrogation. Et le Jour a bien fait de faire un rappel historique avec ceux qui avaient, quelques personnalités qui avaient assisté à la tripartite, qui disent comment les choses s'étaient déroulées. Mais n'oubliez pas que jusqu'aujourd'hui, les effets de la tripartite ne sont pas toujours complètement implémentés. La tripartite de 1996 à 1991 avait débouché sur la constitution
du 18 janvier 1996. Et dans cette constitution-là, jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ne sont pas toujours implémentées. En l'occurrence, la décentralisation qui devait aller jusqu'au bout avec la régionalisation. Jusqu'à maintenant, et vous voyez, le Conseil constitutionnel venait à peine d'être mis sur pied. L'article 66 n'a jamais, sur la déclaration des biens, n'a jamais été à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'on ne doit pas aboutir encore à une autre forme de tripartite? Avec tout, on va prendre de grandes décisions qui ne seront jamais suivies à la lettre. Alors, on vous entend, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi de décisions qui ont été prises. Et alors, il faudrait donc éviter ce piège de 1991 et trouver des voies et moyens de faire que tout ce qui va être décidé soit suivi à la lettre. Et moi, je dis qu'il ne faut pas croire que la forme de l'État, c'est un sujet tabou, comme certains membres du gouvernement ont tendance de le faire croire. Un État, vous n'allez pas me dire que les États-Unis, parce que c'est un État fédéral, n'est pas un État puissant, ou bien n'est pas un État unitaire. On n'a jamais parlé de plusieurs États-Unis. On parle d'une seule États-Unis qui est celle que l'on connaît, même comme c'est un État fédéral. Le Nigeria, voisin, a plusieurs États fédérés. Ça reste toujours le Nigeria. Donc on peut s'inspirer de cela pour voir la forme de l'État et revoir la constitution du Cameroun, si peut-être pour y intégrer la forme de l'État qui est le fédéralisme que beaucoup sont. Merci à vous. Nous allons sortir de l'émission, Donald Brice. Oui, je voudrais juste dire en 2 phrases ce dialogue interrompu brutalement. Ce dialogue national ne peut pas être comme la tripartite de 91 parce que le contexte et les acteurs ne sont pas du tout les mêmes. Très bien. Alors, les lecteurs vont lire ce que la presse propose ce matin. Demain, ce sera la 3e de la semaine et donc ce sera une autre édition de la Revue des Grandes Unes.